Bienvenue messieurs et dames, c'est un réel plaisir de vous recevoir pour le grand journal de l'éducation sur Télécole, votre télévision 100% éducative en Afrique au Sénégal, sans plus tarder les titres. Dépigmentation au Sénégal, entre cancer de la peau et hypertension, le danger est réel. Quelques causes et conséquences expliquées par un médecin dermatologue. Petite immersion dans l'entrepreneuriat féminin dans ce journal. Notre rédaction fait le portrait de Tiara Loum qui participe de façon modeste à réduire l'extension des produits de mauvaise qualité sur le marché en misant sur des gammes 100% bio. Dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le téléphone et les réseaux sociaux devenus indispensables. Quel impact et quelle place occupe-t-elle véritablement dans les foyers aujourd'hui? Et en fin d'édition, nous recevrons le professeur Sangué Diouf pour parler de crise en milieu scolaire. Démarrons ce journal avec une note de santé et parlons précisément de dépigmentation. Au Sénégal, c'est plus de la moitié de la population qui pratique la dépigmentation artificielle. L'estime de soi et la stigmatisation sont deux principales raisons qui expliquent l'avancée de ce phénomène, selon le médecin spécialiste Mam Aminata Ndour, suivant ce reportage. 67%, le pourcentage des femmes qui se dépigmentent au Sénégal, des données délivrées par l'Association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle en 2019. Des chiffres alarmants qui nous poussent à nous intéresser de plus près à ce phénomène sociétal. C'est dans ce cadre que nous avons rencontré Dr Ndour, Mam Aminata. Pour la dépigmentation volontaire, c'est le fait de s'appliquer en toute conscience des produits dans le but d'éclaircir la peau. Involontaire parce qu'il y a certaines pathologies au niveau dermatologique qui vont induire des hypopigmentations, notamment tout ce qui est vitiligo et etc. d'autres maladies auto-immunes où on va voir que la peau naturellement va perdre un peu de pigmentation. Beauté, mode, tendance, modèle et publicité, complexe, manque de confiance en soi, influence de l'entourage proche. Voici les différentes causes chez certains sujets. Nous sommes dans les rues de Dakar où certaines femmes préfèrent garder leur teinte naturelle, évitant ainsi les risques de santé liés à la pratique de la dépigmentation. Je pense que quand on se dépigmente, premièrement, c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous. Une personne qui a confiance en elle n'a pas besoin, en fait, de changer la couleur de sa peau pour rien au monde. Les femmes doivent avoir une prise de conscience qu'il y a beaucoup de cancers. Surtout le cancer de la peau, dont on ignore l'origine, parfois, parce qu'on ne sait pas d'où vient la plupart des cancers. Donc, la plupart, ça provient des produits de dépigmentation. Donc, on peut avoir la confiance en soi pour éviter les risques de cancer. La beauté occupe une place prépondérante dans la vie humaine, car le corps est le symbole de l'identité qui renvoie une image de soi. Cependant, la prise de conscience doit concerner tous les niveaux de la société. Surtout inciter les parents à augmenter l'estime de soi, la confiance en soi des enfants. Parce qu'au Sénégal, malheureusement, quand vous êtes petit et que vous êtes noir, on dit en wolof nga ñuul ñaaw. Ça, c'est quelque chose qui peut suivre l'enfant toute sa vie. On arrête de stigmatiser les gens selon leur nature. Et vraiment, ça, l'estime de soi, c'est dans les maisons que ça doit se faire. Au niveau des écoles aussi, que les maîtres ou autres soient vraiment attentifs aux moqueries par rapport aux enfants et qu'ils apprennent aussi à l'école aux enfants de s'aimer autant qu'ils soient différents les uns des autres. Afin de lutter contre la dépigmentation artificielle, certains entrepreneurs ont fait le choix d'investir dans des gammes de produits 100% naturels. Notre rédaction met l'accent sur l'entrepreneuriat féminin qui continue de faire ses preuves sur le continent. Regardons ce magnifique portrait de Seydina. Nous sommes à Dakar Yoff, dans l'arrondissement des Almadies, où vit Tiara Loum, entrepreneur et fondatrice de la Tiara Cosmétique. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de convivialité qu'elle a invité la rédaction de Télé-École à prendre place dans son domicile. L'occasion pour nous d'en savoir plus sur son parcours scolaire et professionnel. Je suis Tiara Loum, entrepreneur dans les cosmétiques naturels, native de Kaolack, et je suis venue à Dakar après mon bac scientifique pour faire des études en biologie. Fille de forestier, elle a été très tôt au contact des plantes, une connexion avec la nature
qui lui a été bénéfique lorsqu'elle a décidé de faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis entrepreneur dans le sang. Quand je le dis, les gens rigolent parce que moi, j'ai commencé à faire du business depuis que j'ai 7 ans. Comme je le dis, je découpais mes livres d'année scolaire pour les vendre dans le quartier et tout ça. Et du coup, en 2018, je me sentais pas du tout productive, je dirais sous-exploitée. Parce que j'avais l'impression que ce qu'il y avait dans ma tête, je ne le faisais pas à 100%. Du début à la fin de la chaîne de production, Thiara Loum nous décrit un procédé 100% bio. La Thiara cosmétique est née de mon amour déjà des plantes, je dirais, parce que dans toutes mes formulations, on retrouve les plantes à l'intérieur. Après, je suis biologiste de formation, donc c'est un peu une suite logique. Donc moi, je suis dans les produits cosmétiques et corporels. Donc je fais des savons et tout à base de plantes. Ce n'est toujours pas facile de gérer vie de famille et vie professionnelle. Un exercice auquel Thiara se livre et relève bien au quotidien. Alors mon fils, il s'appelle Rajab, c'est son nom de scène, comme j'aime bien l'appeler. Pas du tout facile d'être maman et en même temps entrepreneur, et puis voilà. Donc pour moi, c'est des challenges au jour le jour, mais c'est également pour moi un moyen de donner un exemple à mon fils et à toutes les personnes qui me suivent ou qui sont mes amis, pour leur faire savoir qu'il n'y a pas de limite au fait. Et les blocages sont juste dans la tête. Que ça soit un mari, que ça soit un enfant ou un travail, on peut toujours donner le maximum de sa personne. Le climat des affaires au Sénégal n'est toujours pas favorable à la gente féminine. C'est ce que nous raconte Thiara, mais au-delà des échecs, sa fierté demeure dans le sourire et le retour positif de sa clientèle. Il faut savoir que déjà le milieu, il est très compétitif. En plus de cela, le poids social pèse beaucoup sur nous les femmes, et ça fait qu'on n'a pas cette largesse de pouvoir faire toutes les choses qu'on veut faire. Après, il y a également le poids financier qui est très difficile également, parce que nous les femmes, là où par exemple un homme peut consacrer 100% de son budget à son entreprise, nous, il y a la famille, il y a les sollicitations et tout ça. Donc voilà, il y a ce côté-là, mais sinon c'est juste une vision, c'est des objectifs qu'il faut se fixer et aller vers ça. L'entrepreneuriat féminin continue de faire ses preuves en Afrique et au Sénégal plus précisément. La Thiara Cosmétique et sa fondatrice invitent d'autres femmes à rejoindre ce mouvement. Parlons antique dans ce journal avec Internet et les smartphones qui deviennent indispensables et se sont imposés dans les foyers. Une utilisation qui vient d'une part faciliter nos tâches quotidiennes et d'autre part, elle fragilise l'insertion sociale. Propos recueillis par Féloria Moussavou. Les technologies ont pris une place considérable sur le quotidien. Elles sont omniprésentes et deviennent un booster dans la facilité de la vie humaine. J'utilise l'outil informatique ou technologique, notamment mon téléphone portable et mon PC uniquement. Bon, moi, j'utilise mon téléphone, mon ordinateur pour le boulot aussi, et aussi les différents réseaux sociaux. Mais je suis pas tout dans les réseaux sociaux, je suis juste sur Twitter et WhatsApp. Pour le téléphone, oui, c'est tout le temps. Maintenant, pour l'ordinateur portable, c'est plus pour les cours. Les avis sur la dépendance des nouvelles technologies sont très mitigés. Pour Josepha Nyambo, il est difficile de s'en séparer. Il est vrai que je peux pas m'en passer parce que déjà j'ai la famille à l'étranger. Il faudrait bien sûr que j'utilise mon téléphone portable pour prendre des nouvelles et autres. Mais je peux réduire. D'ailleurs, ce que je fais, je réduis généralement mon temps d'utilisation du téléphone, par exemple. Un avis qui n'est pas partagé par Aruna Koli. Bon, vous savez, il y a, avant les technologies, il y a d'abord un truc qui est déjà en nous et que les gens ne savent pas. C'est la connexion humaine, en fait, vous comprenez. Pour plus de clarté sur la question des nouvelles technologies, nous avons rencontré Bamba Sall, qui nous partage son expertise. La technologie, moi, je vais le définir comme un ensemble d'outils, de compétences, de connaissances par rapport à la problématique humaine. Ces nouvelles technologies de l'information et de la communication ont évidemment des impacts aussi bien positifs que négatifs sur le quotidien de ses utilisateurs. L'accès à l'information est une chose qui est vraiment bien sur la technologie. À chaque instant, à chaque moment, vous pouvez avoir des informations dans votre domaine, dans ce que vous faites dans la vie. Donc, vous pouvez vous informer en temps réel par rapport à votre smartphone, par rapport
Il suffit juste d'avoir de la connexion pour être informé. Au regard de cette constante évolution des technologies, il est important pour les utilisateurs de bien se former afin d'éviter toute dérive, telle que la non-protection des données à caractère personnel ou les fake news. Mesdames, Messieurs, comme annoncé en titre, nous recevons sur ce plateau le professeur de philosophie, Sangué Diouf, pour parler d'éducation. Professeur, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Murphy. C'est un plaisir de revenir à Télé-École. Très bien, plaisir partagé. Professeur, quelle lecture faites-vous du système éducatif au Sénégal? Le système éducatif, c'est vrai que ces dernières années quand même, il est surtout ponctué, comme on le sait, par les différentes grèves cycliques des enseignants. Ce qui fait que, vu sous cet angle-là, on pourrait penser que elle marche un peu à reculons, parce que chaque année, c'est le retour du même, c'est des grèves répétitives, et que les examens, plus ou moins, sont bâclés parce que les programmes, généralement, ne sont pas terminés. Sous ce strict angle-là, oui, on pourrait poser quand même un regard plus ou moins dépréciatif sur le système éducatif sénégalais. Mais il faudrait pas s'y tromper quand même. Si on va en profondeur, le système en tant que tel qu'il a été conçu quand même, c'est vrai que comme tout système, il pourrait mériter des améliorations par-ci par-là, mais pour l'essentiel, c'est un excellent système d'enseignement. Moi-même, je suis acteur de l'éducation, professeur de philosophie, où je suis aujourd'hui formateur pour le compte du ministère de l'Éducation nationale. Je puis vous assurer que dans le contenu et dans l'orientation nouvelle qui ont été données un peu à ce système éducatif du point de vue de l'enseignement, mais c'est un excellent système. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des choses à parfaire, en particulier au niveau de la sénégalisation ou de l'africanisation de certains aspects du programme. Mais vous savez que c'est un système qui a une vocation universelle. Et en tant que tel, on ne saurait être dans la postulation d'un programme qui serait strictement local. C'est absurde, parce que ce monde-là est un monde unifié, vous le savez très bien. Et en tant que tel, c'est un système qui tente d'embrasser les différentes formes de savoir et de savoir-faire et d'installer les compétences requises par un sujet nouveau, celui de la vie postmoderne et celui de la mondialisation. D'accord, professeur, qu'entendez-vous par africanisation du système éducatif? Je dis non, c'est une revendication qu'on entend de plus en plus par-ci par-là. Il y en a même qui ont demandé l'année dernière à ce que on intègre davantage des auteurs, et que par exemple notre héritage spirituel, en particulier religieux, c'est en tout cas leur demande, n'était pas représenté parce qu'ils considéraient que par exemple le travail d'un Cheikh Ahmadou Bamba, le travail d'un tel autre mériterait plus de place dans la confection des programmes scolaires. Donc ce que j'entends par africanisation. Mais je dis c'est une revendication de certains. Je dis oui, il y a de la place peut-être pour étoffer davantage le crédit horaire qui est alloué, et peut-être moi si je demanderais quelque chose, c'est que cela surtout soit descendu un peu plus bas, ça veut dire dans les échelles inférieures de la maternelle au primaire, etc. Mais pour l'essentiel, à partir du moyen, du secondaire jusqu'à l'université, je crois que c'est une requête qui est prise en charge. Voilà. D'accord, professeur. C'est ça. S'il faut faire un bilan, cette dernière décennie, est-ce qu'il est plutôt positif ou négatif? Oui, je dis c'est sous les deux angles. Ça veut dire que si on le juge sous l'angle des tumultes liés au mouvement de grève de ces acteurs, ça peut être un jugement négatif. Mais j'ai dit, si je tiens compte, moi, en tant qu'acteur d'éducation et formateur, des différentes correctifs qui ont été apportés à partir des curricula nouveaux que vous avez à toutes les échelles de notre système d'enseignement, il y a des raisons d'espérer que le produit final qui va en sortir est un produit parfaitement adapté. Parce que vous le savez, jusque dans les années 80, on avait fait un constat assez quand même paradoxal. C'est que le slogan à l'époque, c'était adéquation, formation, emploi, ce qui signifiait qu'en fait on formait pour rien et que les profils de ceux qui sortaient de notre système éducatif n'avaient rien à voir avec les exigences de compétitivité du marché. Et donc le slogan de l'époque, à l'époque du Parti socialiste, au début des années 80 jusqu'aux années 90, c'était un constat d'échec. Que l'école, en tout cas, sous le strict angle de la conformité entre le profil de formation et les exigences du marché de l'emploi, sous ce rapport-là, c'était un échec. Mais ça, on l'a de plus en plus rectifié. Ça veut dire que dans les curricula qui ont été réalisés après 2001, ça c'est net, il y a un virage après 2000, on a tenu compte de ça, faisant qu'aujourd'hui, vous entendez moins dire il n'y a pas d'adéquation entre la formation qui est reçue et les possibilités qui sont offertes par le marché. Ça a été résorbé et ça, c'est un pas de géant qu'il faudrait saluer. Voilà. D'accord. Nous reviendrons tout à l'heure sur les propositions que vous faites certainement par rapport à ce système-là. Mais pour l'heure, le système LMD, il fait couler beaucoup d'encre. Et que pouvez-vous nous dire par rapport à ce système? Est-ce que vous pouvez nous édifier dessus?
Bon, le système LMD, s'il fait couler beaucoup d'encre, d'abord, il faut comprendre que c'est une exigence de la vie, de la mondialisation. Le Sénégal ne peut pas être en marge. C'est des réformes universitaires qui sont faites à l'échelle du monde entier, faisant que c'est une forme de profil unique, un robot de l'étudiant. Donc, ça veut dire que le Sénégal ne peut pas être en marge. Maintenant, moi, ce qui me gêne, peut-être, c'est que ça a été un peu trop brutal quand même. Ça, c'est très clair. Hein? Ça veut dire qu'on n'a pas préparé les gens. L'étudiant qui arrive, on lui dit LMD, il dit LMD, il n'en perçoit pas lui-même les tenants et les aboutissants. Ce qui fait que, forcément, il y a un retour sur lui qui fait que, très souvent, il pense que le LMD, c'est la meilleure manière d'échouer. Mais je dis ça, c'est une exigence de l'orientation universitaire mondiale, faisant qu'on harmonise et on standardise les programmes à l'échelle sous-régionale et même internationale maintenant, et que donc, en tant que tel, c'est vrai que moi, je dis ce que je peux reprocher, c'est l'impréparation. On a eu l'impression que LMD, c'est venu comme ça, paf, c'est tombé. Les étudiants eux-mêmes n'ont pas été tellement initiés à ça pour qu'ils sachent ce que ça comprend comme exigence, ce que ça comprend comme démarche, etc. et les conséquences du point de vue du diplôme que tu vas obtenir et tout ça. Mais en dehors de cet aspect-là, LMD, on a beau crier, mais je ne vois pas d'autres possibilités, voilà, que d'être dans la mouvance. Maintenant, il faut l'améliorer, il faut le rendre beaucoup plus performant et beaucoup plus adapté quand même, voilà, à notre cycle d'enseignement. D'accord. Voilà. À quel niveau l'adaptation ne se fait pas avec ce système? Avec LMD, avec les étudiants. L'adaptation avec les étudiants. Oui, c'est-à-dire les étudiants, dans leur formation antérieure, jusqu'au bac, ils ne sont en rien préparés à ça. Jusqu'au bac, ils ne sont en rien préparés à ça. Par exemple, vous prenez des gens comme moi. C'était pas LMD. Vous venez en première année, deuxième année, vous avez la licence et après vous passez à ce qu'on appelle la maîtrise, qui est aujourd'hui appelée master. C'était ça veut dire que c'était cloisonné. Hein? Alors que maintenant, ce n'est plus cloisonné. Il n'y a plus de passerelle. Faisant que l'élève a le sentiment que ses chances de réussite sont bâclées, sont bousillées dès le départ, parce qu'on ne peut pas passer d'un cycle à un autre sans avoir validé tout ce qu'on devait valider. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a un problème d'adaptation, parce que mentalement et psychologiquement, il n'a pas été préparé dans tout le cursus antérieur à fonctionner de cette façon-là. Donc, vous dites qu'il faut retourner dans les lycées pour faire une campagne et préparer les élèves et les étudiants, parce qu'il y a des gens qui passent. Mais ça, c'est pour les aider un peu dans les orientations. C'est les conseils psychologiques, les psychologues conseillers. Il y a des gens qu'on appelle les psychologues conseillers qui les aident dans le choix des disciplines. Hein, ça, c'est dans le choix des disciplines pour l'orientation. Mais il faudrait adjoindre à ceux-là des gens qui viennent de l'université, qui comprennent exactement les enjeux du système LMD là, et qui puissent déjà, après le bac, avant que les étudiants ne commencent, mais les sensibiliser et leur dire, voilà ce qu'exige, voilà comment les évaluations fonctionnent, voilà le profil qui est attendu à la fin. Ce qui fait qu'il y aura le choc sera un peu amoindri et que donc je crois que les effets seront moins pervers et pernicieux au niveau des étudiants. D'accord. Voilà. Professeur Sangué Diouf, vous êtes professeur de philosophie depuis plusieurs années maintenant. Alors, quelle solution pouvez-vous apporter à ce système? Quelle est votre pierre à l'édifice? Ma pierre à l'édifice, je la fais déjà, je la dis et je la pratique au quotidien. Ce qu'il faudrait faire, c'est la société elle-même qui devrait faire sa mue et sa réforme. Parce que vous ne pouvez pas agir directement sur l'école si vous n'agissez pas sur la société qui est le réceptacle de cette école-là. Donc, quand l'école est malade, c'est la société elle-même qui est malade. Parce qu'il n'y a pas de banc de rupture entre ce qui tiendrait du monde scolaire purement et durement et ce qui tiendrait de la vie sociale en tant que telle. Donc, il faudrait, moi, ce que je propose, faire en sorte que nous soyons davantage une société des savoirs. Parce que ça manque quand même. Nous ne sommes pas une société des savoirs. Que les gens me comprennent. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de savants. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de gens qui savent. Non, c'est un pays, vous savez très bien, Murphy. Il est regorge d'expertise dans tous les domaines. Mais quand je dis, nous ne sommes pas encore une société des savoirs, ça veut dire que dans l'ordre, dans la hiérarchie de nos préoccupations, mais le savoir n'est pas une priorité. Et en tant que tel, si le savoir n'est pas une priorité, s'il est même au dernier rang de nos préoccupations, à nous autres membres de cette société sénégalaise-là, il est très clair que l'envie, l'engouement, le désir, l'amour pour le savoir que des gens de ma génération pouvaient avoir, mais tout le monde constate que ces jeunes ne l'ont pas. Ils ont des rapports opportunistes avec le savoir. J'apprends, mais pour trouver un métier, oubliant que, en tant que tel, le savoir est une fin en soi. On apprend pour apprendre et plus tard, on se dotera des moyens d'avoir une formation qui nous rend aptes à avoir tel métier ou tel métier dans la vie de tous les jours. Donc, la solution, c'est au niveau des politiques publiques. Donner plus d'importance, créer plus d'émulation. Ce que je dis est très concret. Moi, déjà, à partir de la classe de CM2, il y avait, si vous êtes dans une région, qu'elle soit Dakar, qu'elle soit Thiès, qu'elle soit Diourbel, mais Murphy, à la gouvernance, les élèves de CM2,
hein, les élèves de troisième, les élèves de terminale, ceux qui étaient parmi les meilleurs, avaient des prix et c'était organisé à la gouvernance, c'était retransmis en direct à la radio, c'était mis à la télévision. Vous voyez ce que ça fait? Il y avait cette émulation. Et donc vous disiez, il faut que mon nom soit prononcé là-bas. Il faudrait que je fasse partie des gens qui gagnent. Ça veut dire que les politiques publiques elles-mêmes allaient dans le sens de stimuler l'étude et de donner de l'importance. Mais la société aujourd'hui, elle marche à reculons de ce point de vue-là, vous le savez très bien. Il n'y a pas de place pour le savoir. On valorise plus ceux qui sont capables par telle activité, par la lutte, par le football, bref, par des activités comme ça, d'engranger beaucoup d'argent, d'offrir beaucoup de milliards, plutôt que d'encourager tout ce qui a un rapport avec les choses de l'esprit. Donc la solution, c'est redonner son importance aux choses de l'esprit. Faire en sorte que notre société soit non pas une société de savants, mais une société des savoirs. Ça veut dire quoi? Une société dans laquelle le critère discriminant qui fera la différence, c'est simplement la compétence, c'est simplement le savoir. Et cela, vous le faites à toutes les échelles de la société. Il y a de fortes chances maintenant que cela impacte forcément le système éducatif et améliore sensiblement les compétences qui peuvent être celles des apprenants. Professeur, merci. C'est Merci un beaucoup. plaisir toujours de vous recevoir sur ce plateau. Merci On espère beaucoup, merci. qu'on vous aura pour la prochaine fois. Mais avec plaisir. Ici chez moi, parce que l'initiateur, M. Hassan Boub, c'est un frère, un talibé, mais quelqu'un qui est vraiment créatif et génial dans ce qu'il fait. Parce que quand il dit la première école, il fallait y croire. Il fallait y croire. Et donc, lui, il y a cru. Et il avait compris déjà que, demain appartiendrait à ces formes d'enseignement et que l'enseignement classique tel que nous le dispensons, il est appelé à mourir. De ce point de vue, lui, il est un pionnier. Donc, on le félicite pour ça, pour sa créativité, son esprit d'innovation et souhaitons le meilleur à cette télé 100% éducation qui est la nôtre. Et donc, on ne peut que répondre à ces invitations parce qu'elles nous appartiennent. C'est noté là, nous tous. Merci Allez, beaucoup. merci. C'est sur ces mots de fin du professeur Sangué Diouf que s'achève cette édition d'information. Restez en compagnie de nos programmes sur Téléécole, vos télévisions 100% éducatives en Afrique, au Sénégal. À très bientôt.